Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 17. Simon au micro. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien. Toi, je suis très excité aujourd'hui parce que nous sommes en direct, mais pas vraiment en direct, mais nous sommes dans les studios du Scorpion Masqué. Et Les nouveaux studios, c'est magnifique et tout ça. Et nous recevons une femme d'exception. Ou plutôt, devrais-je dire, une dame d'exception. Une dame qui dédie sa vie au ludique. Bon, à part un petit écart de 3 ans durant lesquels elle a vendu des articles de plongée sous-marine, le reste de son CV est consacré au jeu, je vous le garantis. Elle a été coordonnatrice aux événements pour Philosophia, pour Jouets Frankid et désormais pour Le Scorpion Masqué depuis 2016. D'ailleurs, sa passion pour les jeux remonte à très loin. On dit même qu'elle a fondé son premier groupe de jeux à 11 ans. Oh oui. On y reviendra plus tard. Depuis la dernière décennie, elle s'occupe de l'organisation d'événements et d'activités promotionnelles dans l'univers des jeux, donc les salons, les festivals, les animations en boutique, en bibliothèque, les conventions. Et ce n'est pas tout. Depuis 1 an, elle occupe le poste de présidente de Ludo Québec, un organisme qui a pour but de faire découvrir au public toute la richesse du jeu de société moderne, notamment par l'entremise du Salon du jeu de société de Montréal. Fait intéressant sur notre invitée, elle dit sur sa page LinkedIn qu'elle est axée vers les solutions et que c'est une joueuse d'équipe. Nous avons la chance de recevoir à notre micro l'Hermine vigilante, passionnée, la dame du jeu, grande seigneur des terres éloignées, Hélène Vigneault. Bonjour Hélène. Bonjour Simon. Ça va bien? Ça va? Oui, bonjour. Cool. Ben ouais, Seigneur des terres éloignées, on sait que tu viens des fois des régions et Oui. t'as Des passé, régions, Ça, ouais. de plusieurs. passé beaucoup de temps Ah dans ouais. les régions, donc c'est ça. Donc c'était ça. Je me disais que ça fitait bien, là. Ça fit très bien. Fait que si vous trouvez que j'ai un accent ou que je prononce drôlement des mots des fois, ben vous saurez pourquoi. Je viens d'un peu partout. De toutes les campagnes de du toutes les Québec. campagnes. Bon, ben merci beaucoup d'être là, en fait de nous accueillir C'est ça. dans vos bureaux. Je pense que ça va être très intéressant. On peut y aller comme à l'habitude, commencer par un petit peu d'actualité ludique. JF, t'as joué à quoi de bon ces temps-ci? Hey, j'ai joué à un jeu, je pense qu'il est sorti en 2015, si je me rappelle bien. Oh, un vieux jeu. Un vieux tout jeu, ben poussiéreux, oui, exact, yark. exact, sorti ça, des boulamites. Et c'est un jeu qui s'appelle Brewcrafter. Brewcrafter est un jeu de bière, évidemment, dans lequel chaque joueur va avoir son petit entrepôt et va se consacrer à la fabrication de bière. Donc, dans. C'est pas pour le les jeu- enfants, ça, là. Ben non. C'est Ah, ok. c'est 18 ans et plus, là. C'est vrai, c'est écrit dessus? L'alcool, c'est un jeu d'alcool, là. Ok, et tout, là. À ok. la fin, t'es super raide. Ah ouais, ok. Ben, le Nice. Brewcrafter. C'est thématique! Mais dans le jeu, on va avoir notre petite usine. On va construire différents éléments qui vont nous aider à produire de la bière. Il va y avoir 3 types de bières qu'on peut produire, là, de la ale, de la stout ou... je m'en rappelle plus l'autre. La saison. Oui, je sais plus. une lager, je pense. Lager. Et dans le fond, il y a 9 types de bières. Chaque type de bière va nous demander des ressources différentes. Il va y avoir des ressources de base et des ressources plus de luxe. Et on va essayer, c'est un jeu de gestion de ressources, on va essayer d'accumuler ces ressources-là, produire de la bière, faire des points de victoire avec. On a un beau aussi arbre, c'est pas un arbre, mais c'est vraiment un plateau de technologie qu'on va pouvoir développer des nouvelles technologies pour avoir des bonus. Donc c'est un jeu très à l'européenne, on s'entend, point de victoire, un peu de placement d'ouvriers, tout ça, que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui n'ai pas particulièrement un amateur de bière, j'étais pas sûr si ça allait T'intéresser quand même. m'intéresser puis que ce soit assez immersif. Puis finalement, le résultat est très intéressant. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ça reste euro, on parle d'une heure et demie, 2 heures au moins de jeu, mais tout l'aspect de développement de sa business, de la technologie, des différents types de bières, qui va varier d'une partie à l'autre aussi, qui rajoute un peu de rejouabilité. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je le recommande. Je pense pas que c'est un jeu qui se trouve vraiment beaucoup maintenant. Je te dirais que 2015, c'est impossible à trouver. c'est un peu... Il est passé peut-être un peu inaperçu ici pour
pas été édité en français, il faut dire. Mais pour les amateurs de bière, c'est un jeu, je pense, qui vaut la peine. Brewcrafter. Peut-être qu'au Village des Valeurs, en fait, les gens peuvent le trouver. Des fois, on trouve des jeux. Ouais, mais à part des Monopoly, t'as trouvé des bons jeux, toi? C'est déjà arrivé, New York Chase, des choses comme ça. Ah, c'est tellement rare! Tu sautes dessus, quelque chose. Oh, 2 piastres! Parfait. J'ai une bonne histoire d'un bon Jamaïca acheté dans une vente de garage, ouais. extorqué pour 3$ à une petite fille de 12 ans. Et ça, c'est jouissif, c'est jouissif. Je me rappelle, j'avais acheté Heroescape aussi dans une vente de garage pour 5 piastres. Je savais même pas c'était quoi. Et j'étais surexcité, en fait. Les ventes de garage, toujours des bonnes occasions de trouver ça. Ça demande beaucoup de recherche, mais ça vaut la peine. On trouve des trésors. Puis quand tu le trouves, t'es comme à l'intérieur, je fais quelque chose de mal, mais en même temps, c'est Ça vaut bien plus, mais... Oh non, cette petite fille ne sait pas la valeur des jeux. C'est de toute évidence, elle l'aime pas, elle l'a vendu. Fait que pour elle, ça valait pas plus que 3$. C'est vrai, t'as pas à te sentir mal. Avec plaisir, je le prends maintenant. Toi, Hélène, t'es entourée de jeux toute la journée, tout ça. J'imagine que travailler dans un studio de jeux, c'est juste jouer à des jeux puis s'amuser. Ben oui, c'est ça qu'on fait toute la journée. Je suis sûre que Christian vous en a déjà parlé. On joue toute la journée, c'est juste ça qu'on fait. Ben, il nous disait qu'il prenait 1 heure par jour pour écrire un peu de poésie. Mais ça, je pense qu'il faisait peut-être sur son heure de lunch. Oui, c'est ça, c'est sur ses heures personnelles. Okay, c'est pas... Non, on n'a pas tellement le temps de jouer tant que ça. Justement, on joue plutôt sur l'heure du lunch, à toutes sortes de petits jeux rapides qui se jouent à plusieurs, là, maintenant qu'on est 5 à travailler au Scorpion Masqué. Puis des fois, les gens de Triton Noir sont là aussi, donc... ça fait des petits dîners ludiques. Des dîners ludiques dans ce temps-là, mais je joue plus à la maison, la fin de semaine. Ah, fait que t'as joué à quoi récemment qui est comme excitant, là? Ben, j'ai joué à Everdell en fin de semaine avec ma fille puis mon mari, puis on a beaucoup aimé ça. Un petit jeu, dans le fond, de placement d'ouvriers avec des petites cartes à combo, tout ça. Puis j'aimais le thème qui était très justement poétique et tout. Puis j'ai proposé ça. Ma fille, elle a 12 ans, puis elle l'a bien aimé. Je me dis, peut-être qu'elle va trouver ça long un peu, tu sais, même si c'est bien cute, mais non. Elle a aimé ça. Mais elle doit être gameuse un peu, ta fille? Un petit peu un petit peu. Ah ouais, fait qu'Everdell, j'ai pas joué encore, mais... Ben non, moi non plus, mais c'est tellement ça me semble être le plus beau jeu de 2018 pratiquement, là, au niveau visuel, et bon, le petit arbre aussi qui rajoute beaucoup. Hein. Ben, le petit arbre, honnêtement, le jeu pourrait très bien exister sans l'arbre, c'est sûr que ça fait que c'est beau, puis justement, c'était bien attrayant, mettons, pour ma fille qui arrive. Mais tu sais, juste le petit détail aussi des pièces, des petites ressources, les petites baies qui sont comme en espèce de caoutchouc cool, puis les petites pierres, en tout cas, les ressources étaient vraiment, vraiment cute. C'est sûr que c'est un plus pour un jeu, n'importe lequel, quand le matériel est beau. C'est important. Ça fait vraiment partie de l'expérience. La mécanique en tant que telle, là, on s'entend que ça révolutionnera pas le monde du jeu. Là, c'est pas... mais, tu sais... L'âge de pierre, ça fait longtemps, on peut avoir une nouveauté dans ce type de jeu-là, puis avoir bien du plaisir avec, puis renouveler un petit peu justement le côté design, là, dans le fond de... Absolument, puis on l'a dit, hein, les jeux narratifs, les jeux d'expérience, donc ça vient avec le matériel qui est de plus en plus beau, de plus en plus raffiné, de plus en plus unique. Puis les joueurs demandent, on dirait ça de plus en plus. On veut plus juste avoir un bon jeu, on veut aussi avoir un beau jeu avec du beau matériel. Donc, je pense que les éditeurs ont compris ça, puis ils mettent de plus en plus d'efforts là, sur les petits détails. Là. Je te confirme. Les éditeurs travaillent dans ce sens, c'est sûr. Ben oui, puis c'est ça. Après, quand il y a je sais pas combien de milliers de jeux qui sortent chaque année, il faut que tu aies quelque chose pour te démarquer. Ton jeu, il a beau être... Justement, tu sais, ce jeu-là, tu dis, il est pas révolutionnaire, rien. Je suis sûr qu'il est très bon, tu sais, comme il suit la tendance, mais... S'il n'y avait pas ce matériel-là, est-ce qu'il aurait fait autant parler de lui? Peut-être pas. Donc, c'est quand même un atout. Quand même beaucoup de gestion de buzz qu'il y a un jeu, j'ai l'impression. Ah oui, il faut que tu sois sur BGG, là, dans la hot list à 100%. Toi, Simon? Oui, j'ai joué un petit peu. Vous savez, moi, je joue plus vraiment à des jeux. Juste le tirade maintenant. Ouais, j'ai joué plus beaucoup à des jeux. Mais j'ai quand même joué à un Deckscape.
Ah oui, ok. Vous connaissez mon amour pour les jeux d'évasion en boîte. On ça. Moi, ben, tu sais, j'apprends à aimer ça plus et je Quand choisis... même, que t'en joues, c'est... En fait, je l'ai acheté, je l'ai amené quelque part et je l'ai proposé. Donc, c'était quand même toutes les étapes pour qu'on puisse y jouer. C'était lequel? C'était Braquage à Venise. Ah, c'est le troisième, je crois. Ouais, ben c'est un des nouveaux, là. Ouais. Il vient juste de sortir. Je jouais à ça avec des gens qui étaient pas trop gamers, avec ma femme puis ses parents. Donc, tu sais, c'était pas très compliqué à expliquer, mais ils ont capoté dès le début. En fait, on a ouvert la boîte, puis probablement, tu sais, que c'était le genre de jeu que si t'es pas vraiment au fait des jeux, c'est pas des jeux que t'as vus, là, nécessairement les Deckscape, c'est des jeux d'énigmes, des jeux d'évasion en boîte. Jamais vu le premier. La première fois que tu vois ça, t'es comme, ok, ça existe un jeu comme ça. Puis là, en plus, t'es vraiment Braquage à Venise. C'est pas du tout. Ben oui, il y a un peu d'évasion, mais en gros, tu joues une équipe de cambrioleurs. Tu sais, tu vas te pointer dans un casino à Venise, vraiment à la Ocean Eleven. Là. On est vraiment dans cette lignée-là. Donc tout le monde était vraiment dans la thématique dès le début. En plus, tu as des cartes de personnages avec des pouvoirs et des informations secrètes. Ce que j'avais vraiment jamais vu dans un jeu. Fait que t'arrives, mettons, à un certain puzzle, puis ton personnage, derrière, c'est écrit « Ah, ben toi, t'as de l'info de plus que les autres. » Fait que ça te permet de résoudre plus facilement l'énigme. Donc ça donne un peu à tout le monde aussi la chance d'avoir son moment de gloire, si on veut. Là, mettons, même si t'es moins alerte ou t'es moins t'as bu un peu plus, des fois ça peut arriver, mais au moins t'as l'information derrière ta carte qui te permet d'avoir ton moment. Super bien fait, j'ai trouvé que les énigmes étaient très bien dosées. En fait, moi les Deckscape, je les ai tous aimés à date, là. Je trouve qu'ils sont bien dosés. Mais moi j'en ai juste fait 2, mais je pense qu'il y en a 3 en tout. Très bien dosé, très intéressant, des énigmes d'une bonne difficulté, durée 1h30 à peu près, donc j'ai vraiment aimé ça, puis le jeu il est beau, les cartes sont grosses, puis très bien fait, tu sais, un paquet de cartes numérotées dans l'ordre, mais tu arrives à des moments où ils disent « Ok, sépare le paquet en 3, donc là tu vas faire tout le monde peut un peu travailler sur des énigmes en même temps. » comme un peu 3 trucs en parallèle. Ouais, puis dans celui-là, ils poussent ça à un autre niveau, c'est que tu vas séparer en 3, mais mettons, tu as un paquet qui a juste 2 cartes dedans, t'en as un autre qui en a 3, l'autre il y a tout le reste du paquet, là tu as fini celui-là, tu complètes avec l'autre, là ils te disent ok, sépare-les encore, donc il y a vraiment très très intelligent, très bien fait, bon bien entendu c'est une fois, j'ai déjà donné la boîte à quelqu'un d'autre pour qui puisse l'amener durant le temps des fêtes, mais très cool, Braquage à Venise d'Escape, en plus en français je trouvais que ça c'est vraiment un plus là, de le faire en français, sinon je pense que ça n'aurait pas marché. Mais c'est des beaux petits jeux qui sont le fun, entre autres aussi parce que le format, hein, c'est une boîte un peu à la The Game. C'est tout petit, ça te coûte presque rien, puis non, c'est vraiment une belle tendance. Mais tu vois, moi c'est le seul que j'ai pas fait encore, puis le concept d'avoir des personnages, avoir des pouvoirs, c'est super intéressant. Il était pas dans les 2 premiers, puis... non, je trouvais ça très cool, t'as ta personnalité, puis t'es comme, ok, c'est cool, t'as tes petits bonus personnels, puis t'as des informations que les autres savent pas, fait que je trouvais ça quand même le fun. Cool. T'as-tu joué à d'autres choses, Jeff? Ben oui. Ah ouais, t'arrêtes pas. Toi, avec moi, ben ok. Oui, des jeux. Tu joues encore des jeux, c'est pas vrai. C'est pas des fausses commandes. Non, c'est vrai. Je vais pas saloper ma réputation comme ça. Quand même, mais j'ai finalement pu essayer le fameux jeu, le Testament du Duc de Crécy. Ouh, le Testament du Duc, un jeu polonais dans toute sa splendeur, en fait. C'est magnifique. C'était sûr. Ben oui, c'était sûr. Hein. Ben, un autre vieux jeu, hein, un peu discontinué, difficile à trouver malheureusement. Oui, mais on le sait, les jeux polonais, c'est jamais vieux. C'est toujours rare. Et dans le Testament, ben, on va créer notre ligne généalogique. On va vivre une famille à travers 3 époques, disons, 3 générations. Dans lequel notre but va être évidemment d'aller chercher le plus de pouvoir, le plus de noblesse à notre famille. Le plus d'enfants. Le plus d'enfants, de marier nos filles, nos fils avec des gens haut placés. Non, je me rappelle que toi, t'avais vraiment aucun respect pour tes enfants. Tu les mariais avec les pires artisans du royaume, en fait. Marie sa pauvre fille de 15 ans à un usurier d'âge mur, en fait. C'était terrible, en fait. J'étais mal. J'avais la famille qui créait tout l'art du royaume. C'est important. Il fallait que je consolide ça, le statut, le standing dans la société. C'était super important. Mais un jeu assez original. Hein? J'ai pas vu beaucoup de jeux qui tentaient en fait de traverser les époques comme ça à ce point-là. Puis sur le fait que tes parents ont une certaine forme d'influence sur les enfants qui génèrent. Tout ça, c'est
vraiment une super mécanique. Bon, c'est un peu... Il y a beaucoup de stock au début, là. T'es pas tout le temps c'est un sûr petit peu compliqué, tu sais. Pas tout le temps sûr de savoir mais, quoi la meilleure chose. C'est polonais. C'est polonais. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est normal. Mais super le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Un genre de... tu sais, je suis un peu fan de Crusader King, hein, fait que t'as cet aspect-là où t'as cet aspect-là de généalogie, de créer t'as une ligne généalogique forte et puissante, donc c'est un des jeux qui me faisait le plus penser, sans toute la lourdeur là, de la conquête militaire, ça, on est vraiment axé sur l'influence de la famille. Superbe jeu, Le Testament du Duc de Crécy. Absolument. C'est un jeu que tu connais, ça, Hélène? Ou Non. Ça m'était connu, mais quand tu as dit que c'était un jeu polonais, je me suis dit, Simon, il aime les jeux polonais. On sait pourquoi ça l'a sorti, ça. Là. Ouais, c'est un jeu vraiment qui est passé sous le radar, mais qui est effectivement très, très cool. Absolument. Donc, à essayer éventuellement. Si tu as la chance de mettre la main là-dessus, ça vaut la peine. Sinon, as-tu joué à un autre jeu récemment? Ou, j'ai joué à plein de jeux. Je joue tout le temps. Ça, c'est la belle vie. Travailler dans les jeux, être entouré de jeux. J'ai joué à Reef dernièrement. Oh oui, ok. Emerson Matsuuchi. De plan B. Pas juste à cause de la job, là, je l'aime pour vrai. Okay. Là, tu sais, c'est pas... T'étais pas obligé de jouer. J'étais pas obligée, non, c'est ça. C'était pas juste pour faire des tests, pour les besoins de la job. C'était vraiment pour le plaisir, en famille. On a joué à Reef. Un beau petit jeu. J'aime beaucoup quand même les jeux qui sont abstraits, mais qui ont quand même un thème qui fit bien. Ouais. C'est assez difficile à faire. C'est assez rare. Donc, des fois, tu sens un peu que ça a comme été plugué dessus. Oui, puis c'est un thème pour vendre, mais... Mais dans ce jeu-là, on n'a pas cette impression-là. On voit vraiment notre récif de corail qui croît, puis tout ça. Puis la mécanique pour faire des points n'a aucun rapport avec, dans le fond, la façon de faire croître tes coraux, mais les deux se marient bien ensemble quand même. Je vais placer ça de même, ça va me faire des points, mais je vais avoir un beau récif de corail. C'est toujours un plus. Oui. Ah, ben oui, très cool. En fait, toi, Jeff, t'as aimé ça, Reef? Ou... Même pas joué encore. T'as pas joué? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Okay. C'est sûr que c'était pas le jeu qui m'attirait le plus quand il est sorti. Je trouvais que ça avait l'air un peu simple. Mais non, les commentaires sont assez bons. Puis je pense que la profondeur stratégique sur ce jeu abstrait, un peu, stratégie abstrait, il me semble assez intéressant. Il faut que je l'essaye là, bientôt. Là. Ben oui, absolument. C'est très cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Très... les jeux légers, petits, mais qui ont une belle profondeur, je trouve que c'est toujours gagnant. Puis ça permet justement de développer un peu les stratégies, mais sans que ça soit extrêmement lourd. Ouais, ça reste que Matsuuchi a une belle démarche artistique, je pense. Non, mais on l'a déjà rencontré une fois, puis j'ai été séduit par sa vision un peu du design. Là, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Hélène, peut-être t'as un autre petit dernier, ou t'avais-tu préparé plus que deux? Ou... j'ai joué à plein d'autres affaires, là. J'ai joué aussi à Link dernièrement, dans la famille, le petit jeu du Randolph, super le fun. Jeu questionnaire coopératif, c'est assez rare, j'ai bien aimé le concept. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis un autre jeu avec un concept que j'ai trouvé super intéressant, c'est Root. Avec... ça, moi, malheureusement, on n'a pas joué. Là, on est honteux devant toi. Là. Oui. Parle-nous-en un petit peu. OK. C'est un jeu complètement asymétrique. Dans le fond, on a 4 personnages différents, dans le fond, qu'on peut avoir. T'as les chats, t'as les oiseaux, t'as l'espèce de vagabond aussi qui va venir juste parasiter les autres. Et c'est super intéressant parce que malgré le fait qu'il soit asymétrique puis que chacun a un but totalement différent, tout est tellement équilibré que ça va là, dans une direction. T'es là, ah non, hey, cette personne-là est en train de gagner. Là, puis là, mais là, l'autre personne joue, puis tout vient s'équilibrer. Là, tu fais comme, ah, ok, je vais être correct. T'sais. Puis il faut vraiment que selon chaque personnage, dans le fond, comme c'est asymétriques, ils ont chacun vraiment une mécanique différente dans la façon de le jouer. Et ça, c'est très, très original. J'ai rarement vu ça, des jeux. Oui, ça peut être asymétrique, mais c'est rare que c'est vraiment dans la mécanique que c'est asymétrique.
Donc, il y en a que c'est vraiment qui vont faire des espèces de ressources. Il y en a d'autres qui vont avoir une espèce de programmation à faire. C'est assez difficile à jouer. Là. À 4 joueurs, il faut que tu programmes tes choses. Puis là, il va falloir que j'ajoute un bonhomme à cette place-là. Mais là, il faut qu'il reste des bonhommes à cette place-là pour que ça marche. Fait que là, il ne faut pas qu'il y ait un autre qui soit venu t'attaquer entre-temps. En tout cas, il y a vraiment plein de choses à voir puis à planifier pour la personne qui joue les oiseaux. Là. Puis comme ils sont... les oiseaux sont bien fiers dans ce jeu-là. Fait que là, s'ils réussissent pas à faire leurs choses, ben là, ils sont honteux, ils repartent comme à zéro. Là, c'est vraiment pénalisant là, quand tu réussis pas à faire toutes tes choses, mais le jeu est bâti que à un moment donné, tu ne seras pas capable de faire toutes tes affaires parce que si tu ajoutes à chaque fois de la programmation, à un moment donné, ça devient trop gros. Fait que c'est vraiment fait pour que tu recommences, tu sois obligé de rebuilder tes affaires tout le temps. Puis, c'est très excitant, c'est très intéressant de voir ces mécaniques-là différentes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Puis le jeu est beau aussi, il y a un beau visuel, les pièces sont agréables à manipuler, fait que il y a tout pour lui, vraiment, ce jeu-là. Mais c'est cool de voir ça, parce que les jeux asymétriques à 4 joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, moi, les seuls vraiment que je connaissais, c'était plus des wargames. Là. On parle de la Coin Series de GMT en particulier. Fait que de voir ça amener un peu plus dans le jeu de société, c'est vraiment cool, mais ça doit être vraiment dur à balancer, ce genre de jeu. C'est peut-être pour ça une des raisons qu'on n'en voit pas autant, là, le balancing pour ce genre de... Sans doute, ça doit être vraiment complexe à tout tester, puis à amener vraiment... J'imagine que les auteurs puis l'éditeur a travaillé très, très longtemps là-dessus, quand même. Ah ouais, non, c'est un défi, parce que tu veux pas te rendre compte 2 mois après que ton jeu soit sorti, finalement qu'il y a une race qui est vraiment meilleure ou vraiment moins bonne que les autres. Ouais, ben non, c'est un peu tout le contraire de Keyforge, hein, finalement. Completely unbalanced. Tu reparles de ça une autre fois ou on parle de ça maintenant? On va en parler. Toi, t'es-tu embarqué dans la Keyforge Mania, Hélène? Je dois admettre que j'ai joué quelques parties de Keyforge, probablement avant ben du monde, parce que à cause du métier de mon mari, là, je dois parfois l'aider dans son ouvrage en jouant à des jeux avec lui Et que c'est qui sont pénible. pas encore sortis. Et que c'est pénible. Parlez-moi-en. C'est épouvantable. Mais oui, fait que j'ai joué à Keyforge quelques fois. Il me semble que j'ai joué avec un deck à un moment donné que j'ai senti qu'il était peut-être pas au niveau. Mais je suis pas complètement convaincue. J'ai pas assez joué pour dire vraiment c'est débalancé ou vraiment c'est... Tu sais, on a fait... j'ai assisté à une espèce de tournoi amical là, de pré-lancement à l'Imaginaire à Québec il y a quelques semaines. Puis, il y a plusieurs... Il y avait comme une espèce de 2-2-3 au début, là, pour la première ronde. Puis, il y a plusieurs, quand même, tables qui ont dû faire le 2-2-3. Puis là, ben, comme tu jouais à la fin, c'était toujours le deck gagnant, dans le fond, tu pouvais changer ton deck, dans le fond, avec l'autre personne pour jouer la deuxième partie. Fait que ça veut dire qu'il y a des decks qui étaient, sans doute, quand même meilleurs que d'autres. Mais, au final, il y a aussi des decks qui étaient comme... C'était le joueur qui était meilleur, qui gagnait 2 fois, puis qui passait automatiquement en finale, là, tu sais. Fait que, d'après moi, il y a vraiment quelque chose avec les decks. Il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être ta façon de le jouer, finalement, qui fait que il te semble déséquilibré, tu sais. Fait que t'as compris, Jeff, t'es pas bon. T'es pas bon, t'as-tu dit, là? T'as-tu dit que t'étais pas bon? Je t'ai pas visé, toi! T'es pas embarqué Elle le regardait, elle le pointait. Tu sais, c'est peut-être le joueur qui est pas bon. Je niaisais un petit peu, je vais pas embarquer dans cette polémique-là. Je voulais juste teaser un petit peu les un petit peu trop gros fans qu'on nommera pas ici. C'est ça la beauté. Quand ton enfant est spécial, tu l'aimes quand même, ok? Je pense que ça fait le tour de l'actualité sur cette fin de Keyforge Mania. J'entends toujours mon deck, d'ailleurs, que je n'ai pas reçu. C'est pas encore arrivé. T'aurais dû aller dans une boutique, tu l'aurais eu en 5 minutes. C'est vrai, Je vois pas c'est quoi. Ok, c'est bon. Je m'en vais en boutique ce soir. J'aurai 2 decks. T'en as commandé combien?
J'en ai commandé juste un. T'en as commandé juste un, va en boutique, va t'en acheter 4, puis là, tu vas avoir du fun. Wow, ok, c'est bon. En même temps, il peut commencer par en maîtriser un avant d'en acheter d'autres. Hein? Non, en effet, tout est dans la maîtrise. Mais ce jeu-là est aussi tout dans la découverte de nouveaux decks. Ouais, sauf que moi, je veux mon deck que je vais aimer, que je vais développer, puis peut-être qu'il sera pas bon, peut-être que ça va être le tu meilleur. vas l'aimer quand même. Ben oui, je vais l'aimer quand même, c'est mon deck. Je vais jouer à ça encore dans 25 ans quand je vais croiser des gens. Je vais dire, t'as-tu ton deck de Keyforge? Puis là, ils vont sûrement me répondre non, malheureusement. Mais bon, certaines personnes vont l'avoir. Ben c'est ça, on est aujourd'hui avec la grande seigneur des terres éloignées, l'Hermine Vigilante. C'était aussi un titre qui t'avait été attribué. Oui, ça vient de notre promotion de Wendigo, la légende de Wendigo. Ah. On attribuait des totems scouts aux gens avec leurs initiales. Fait que c'était tout à fait aléatoire. Fait que c'est le H et le V, ça donnait Hermine Vigilante. Pourtant, ça fitait bien, non? Oui, quand même. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Donc, la dame du jeu, Hélène Vigneault, on a préparé quelques petites questions pour toi. Bon, ben, on voit que tu es quand même assez occupé, que tu fais pas mal d'affaires dans le monde du jeu. Par contre, avant qu'on se lance vraiment là, dans le vif du jeu, je vais poser la question sûrement que les gens n'osent pas vraiment poser parce que c'est un peu trop délicat. Puis, tu sais, sois pas inquiète, c'est quand même une question correcte. Moi, je vais oser la poser. Okay. Coordonnatrice aux événements, ça fait quoi exactement, concrètement là, dans le quotidien? C'est un beau titre fancy, mais pour le commun des mortels, on sait pas trop c'est quoi, là. Oui, c'est vrai. Une coordonnatrice aux événements. Puis en plus, je fais tellement plus que ça que c'est comme un peu... Mais j'ai été engagée pour ça à la base. Donc, une coordonnatrice aux événements, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça prépare les événements, ça les... tout le matériel, les personnes qui sont impliquées dans un événement. Moi, quand je fais un événement majeur, le Cannes, je fais une bible d'événements. Il y a 40 pages minimum avec des index, puis des pochettes pour mettre les billets, puis les cossins même. C'est vraiment... C'est un métier organiser des événements puis mettre ça en œuvre. C'est sûr que travailler au Scorpion Masqué, aux événements, c'est pas la même chose que travailler aux événements chez F2Z anciennement. C'est sûr que ça impliquait de faire toutes sortes d'autres tâches aussi. Je me suis beaucoup occupée de la formation des employés dans les boutiques les premiers temps, tout ça. Bon, on n'a plus le temps. Mais à un moment donné, la compagnie, elle a grossi, puis Christian, il avait besoin d'un certain suivi au niveau de la production, puis maintenant, je m'occupe vraiment beaucoup plus de ça que des événements même. Ça prend plus de mon temps. Fait que le suivi de la production, tu veux dire, mettons, les fabricants de jeux, est-ce qu'ils ont les bonnes pièces, est-ce que les jeux sont corrects, est-ce qu'ils sont bien imprimés? Ça reste de la coordination, finalement. C'est de l'organisation, c'est de structurer les choses, puis de faire en sorte que tout arrive où est-ce que c'est un peu de la arriver. gestion des containers? Presque. Je m'occupe des transports, je m'assure que les transporteurs, ils ont toute la paperasse qui était nécessaire pour pas qu'on ait des surprises puis des délais aux douanes. Il y a beaucoup de communication à faire avec les partenaires étrangers. Nos jeux, ils sont pas juste au Québec puis en France, ils sont dans plein de pays. Donc, quand l'Allemagne dit, je vais faire produire, je vais embarquer dans votre print de décrypto, il va y avoir 2000 décryptos pour l'Allemagne, moi, j'ai une communication à établir avec ce partenaire-là, puis à développer, puis à m'assurer qu'il a envoyé les fichiers à temps, qu'il a approuvé les proof, à quel endroit il faut qu'il reçoive ses copies de vérification, puis qu'il va les approuver, puis après ça, qu'ils approuvent, puis après ça, tout le marketing aussi, toutes les relations avec les partenaires au niveau du marketing, c'est beaucoup moi qui s'en occupe. Fait que ça aussi, c'est du suivi. Fait que c'est à peu près tout ce qui demande un certain suivi, c'est de la coordination. Fait que finalement, ça tombe sur mon bureau. Je suis la seule, au Scorpion Masqué qui a un titre de coordination. Fait que... Tu coordonnes tout, finalement, je coordonne pas mal tout. Fait que dans le fond, ton titre, là, on pourrait même... Juste coordinatrice, ouais. Ça, c'est correct. Scorpion Masqué. Non, ok, c'est bon. Je vois un peu plus maintenant à quel point c'est dense. Ça me faisait penser à un jeu de gestion.
Oui. Fait qu'en plus de jouer toute la journée, ta job, Mais c'est un jeu de de... faire de la gestion, oui, effectivement. C'est un jeu de gestion. Ouais, ça a l'air cool. Parler des événements tantôt, évidemment, oui, il y en a quelques-uns au Québec, mais j'imagine que c'est pas ces événements-là peut-être qui grugent le plus de ton temps. Je sais que vous êtes souvent présent à Cannes, à Essen aussi, si je me Cette trompe année, pas. on était à Essen. C'est la première année pour le Oui, Scorpion, qu'on avait un ouais, ok. stand à Essen. Gros bout, on l'a vu sur les photos. Non, c'était tout petit. Ah ouais, ça C'était avait l'air gros sur les minuscule. photos. Ça a l'air immense. Mais non, c'est ça, c'est la première année qu'on fait Essen. Cannes, ça fait des années qu'on est présent. Est-ce que... C'est sûr qu'un événement international qui est à l'étranger, ça demande plus de travail parce qu'on a un décalage avec les intervenants. On a aussi de la préparation à faire en avance. Il y a des choses qu'on peut se permettre quand c'est local, dire j'ai pas encore trouvé d'animateur, il me reste 2 mois, bah, j'ai le temps, je vais trouver quelqu'un. Mais tu veux pas arriver à Cannes puis que t'as pas d'animateur. Fait que toutes ces choses-là font en sorte que les événements à l'extérieur du pays sont beaucoup plus demande bien plus de gestion. Oui, ah ouais, ça. parce que ça demande plus de temps, plus de préparation, préparer plus longtemps d'avance. Pas de dernière minute, là. Non. Tu sais, la job de coordonnatrice aux événements, là, c'est un peu de prévoir l'imprévisible, finalement. Là, de pallier à tout ce qui pourrait arriver avant que ça arrive. T'sais. Fait que c'est un peu ça ma force, dans le fond, dans l'équipe. Là. Moi, j'ai tous les outils. J'ai tout, tu sais, quand vous me voyez monter un stand quelque part, tu sais, des fois, j'entends les gens, avez-vous des ciseaux? Ben oui, moi, j'ai tout. Là. Viens me voir. Si te manque quelque chose, viens me voir, j'ai tout. Je suis le genre de fille qui a un galon à mesurer dans sa sacoche. Là, tu viens de te faire plein d'amis, là, puis dans les événements, les gens, j'ai besoin de tape, j'ai besoin de ça. Mais Hélène est bien fine, elle va vous charger pas cher pour ça. Tu veux, Jeff, je peux y aller, c'est bon. Mais là, c'est ça, maintenant, tu travailles pour le Scorpion depuis 2 ans, c'est très cool, félicitations. En plus, le Scorpion, ben, ça l'a beaucoup changé, je pense, dans les dernières années, mais même là, on pourrait pratiquement dire la dernière année. La dernière année. Il y a maintenant, l'équipe a dû doubler, voire même tripler. Les locaux ont changé de place. Il y a beaucoup d'effervescence, une compagnie très cool. Et en plus, nous, on est des grands fans du poète Christian Lemay. Donc, parle-nous un peu de ça, justement, l'expérience d'être là dans un bureau dynamique, dans une équipe qui grandit. C'est quoi un peu le monde du jeu là, pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe, à part jouer à des jeux toute la journée? Oui. Pour vrai, c'est super le fun. Vraiment, moi, je peux me vanter de réaliser mes rêves au niveau de la carrière, là, pour vrai. Jadis, c'est fut une époque, mon rêve, c'était de travailler chez Philosophia, Tu l'as fait, d'ailleurs? Je l'ai fait. Maintenant, je suis avec le Scorpion masqué. Je dirais que c'est très rafraîchissant pour moi d'arriver ici dans une petite équipe qui est très... c'est très familial un peu, sans être familial, mais on sent que nos besoins puis nos contraintes de parents sont respectées. Christian, c'est quand même un employeur qui est très moderne, je dirais, dans sa gestion, tout ça. Donc, ça, de ce côté-là, c'est très, très agréable. Travailler dans le jeu de société, c'était mon rêve. Puis je considère que j'ai acquis avec le temps des belles expertises dans ce domaine-là qui sont assez intéressantes pour les gens de l'industrie. Fait que je suis bien contente de pouvoir travailler là-dedans. Mais là, d'ailleurs, on voit que c'est presque pas assez pour toi de travailler là-dedans, parce qu'on se rappellera dans l'intro que tu es aussi la présidente de Ludo-Québec. Ludo-Québec. En fait, là, remettons les choses à leur place. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis la présidente de Ludo-Québec. Mais j'ai été mandatée par mon employeur pour ça. Donc, ce n'est pas parce que je trouvais que je manquais d'ouvrage, là. Vraiment c'est pas. Par passion, là. Mais je trouve ça très louable, toute la mission de Ludo-Québec. Puis c'est pour ça, tu sais, avec Christian n'avait vraiment pas le temps. Moi, c'est sûr que ma fille est rendue à 12 ans, ses enfants, lui, sont plus jeunes, et ça demande plus de temps à la maison un petit peu et tout ça, donc il y avait pas mal moins de temps accordé à ça. Et Christian, il m'a demandé gentiment si je voulais... vu que les gens de Ludo-Québec demandaient «
Christian, tu pourrais-tu venir sur le CA, tout ça. Alors, il m'a demandé, Hélène, faudrait que tu sois présidente de Ludo-Québec. Oh! Là, je disais, ben, peut-être pas présidente, tu sais, je pourrais Quelque peut-être chose faire d'autre, autre là. chose, mais non, ça a l'air qu'il fallait que ce soit présidente, parce que dans le fond, c'était le poste qui était à combler, là, au moment où j'ai été mandatée. Donc, me voilà présidente de Ludo-Québec. Ce qui fait pas aucun sens non plus, parce que... Avec tout ce que tu nous as dit sur toi depuis le début, il n'y a pas d'incongruité là-dedans, là, on s'entend. Je pense que le fait que j'ai travaillé en boutique, que j'ai travaillé dans un distributeur, que j'ai travaillé dans un éditeur de jeux, dans une agence même, tu sais, tout ça fait en sorte que j'ai quelque chose à apporter en tant que présidente, dans le fond, en fait, de représentation de tout l'univers, dans le fond, de toutes les strates des gens que ça représente, Ludo-Québec. Fait que, il me reste juste à devenir auteur de jeu là, pour Ça s'en vient compléter, y a un petit projet, quelque chose, non? Non. Ben, c'est ça, là, on parlait de Ludo-Québec. Principalement, Ludo-Québec, ce qu'ils font, ils organisent le salon du jeu de société de Montréal, qui vient de passer, en fait, il y a quelques mois, mettons, là, au moment de la diffusion de cet épisode-là. Comment tu vois un peu cet événement-là sur le paysage ludique, là? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui a une résonance? Parce que là, je l'ai vu cette année et les gens se présentaient là quand même assez massivement, sortaient avec des sacs remplis de jeux. Tu sais, je voyais comme des gens qui découvrent des jeux, là, puis je trouvais ça intéressant. J'aimerais ça voir, toi, comment tu perçois un peu cet événement-là. Ben, l'événement en tant que tel, il grandit d'année en année. Tu sais, il y avait une file à l'entrée cette année. C'est sûr que c'est quand même impressionnant. L'événement grandit, l'événement, il s'embellit. Puis ça vient de tous les horizons. C'est-à-dire que, oui, Ludo-Québec, on commence à avoir un comité, ça coche, comme on dirait, en bon québécois. Par chez nous, en campagne. Dans les régions éloignées. On a un comité d'organisateurs qui a été formé cette année qui était excellent, mais il y a aussi les exposants qui deviennent de plus en plus professionnels dans leur façon d'exposer, puis tout ça, puis d'être présents, d'avoir des tables de démo, des jeux pour la vente, tout ça. Donc, c'est tout l'ensemble de tout ça qui fait que l'événement devient de plus en plus populaire. Tu sais, les gens qui viennent une année, bien, c'est sûr, l'année prochaine, ils veulent amener leurs amis, puis vous devriez y aller, tout ça. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que ça grandit bien. Puis le fait de changer de lieu aussi, je crois que ça l'a beaucoup aidé à la diffusion plus massive, dans le fond, là, puis d'intéresser plus de gens, de sortir d'un lieu qui est peut-être plus... qui a un look plus communautaire, disons, les écoles, puis tout ça, puis d'aller dans une vraie salle au marché Bon Secours. Je crois que ça l'a vraiment amené le salon à un autre niveau, une vision plus professionnelle là, Est-ce que le but du salon, ultimement, c'est de devenir le Gen Con du Québec ou... on n'a pas ces prétentions-là. Pas jusqu'à là. Non. On n'a pas ces prétentions-là, mais... de toute façon, on pourrait pas, parce qu'il ne faut pas oublier on ne pourra jamais atteindre autant de personnes qu'un événement qui se passerait dans un lieu anglophone. Oui, exact. Okay? Puis c'est dur d'amener ces intervenants-là anglophones au Québec aussi, j'ai l'impression. Bien, c'est pas que c'est difficile d'amener les intervenants anglophones, c'est que... au Québec, la majorité des gens qui vont venir à l'événement sont francophones. Donc, on a la barrière de la langue là, qui ferait en sorte qu'on ne pourrait pas vraiment prétendre vouloir devenir un Gen Con. Par contre, l'événement grandit bien et sera assurément une référence dans les prochaines années. Là, puis, on ne se donne pas de prétention internationale. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'industrie du jeu au Québec soit bien présentée à cet événement-là. Donc, puis que le public québécois découvre ce qui se fait ici aussi. Exactement. Donc, c'est... Continuer la démocratisation du jeu, la découverte, tout ça. Ben, d'ailleurs, c'était un superbe événement cette année. Hein. Vraiment, tu sens que la salle a peut-être même
attirer encore plus de monde, ou du moins peut-être le lieu Vraiment. où c'était, là, donc, au marché Bon Secours. Puis c'est ça, on sent un engouement de plus en plus grand. On sent aussi que le public, on dirait, est de plus en plus connaisseur. Donc, c'est pas juste du monde qui découvre les jeux, c'est du monde qui ont déjà commencé à découvrir ça. Ils ont déjà fait le premier pas là, vers le jeu, puis ils viennent là, puis ils en découvrent encore plus. Donc, je pense que c'est un événement d'ailleurs qui a pour intérêt d'aller chercher ces gens-là puis de faire encore plus découvrir le jeu de société. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça cette année. Là, pour vrai, ça paraissait que le step a fait une grande différence au niveau du lieu. Est-ce que la question, là, finalement, c'est est-ce qu'on va tout de suite agrandir? Parce que là, le salon, depuis le début, c'est 2 ans une place, on agrandit, 2 ans une autre place, on agrandit. Est-ce qu'on va skipper une année là, pour l'année prochaine? Ou, on a possibilité d'agrandir dans le même lieu. OK. Cool. Donc, assurément, ce sera de nouveau au marché Bon Secours l'an prochain. Assurément. Mais potentiellement dans une salle plus grande. Oh, yes! Donc, Des scoops! Yes! Et elle s'est commis. On arrive pas mal à la fin de l'entrevue. Jeff, moi j'avais une dernière question. Vas-y. Toi, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé souvent dans le podcast, mais s'impliquer dans le jeu, c'est beaucoup, beaucoup de temps, mettons, non rémunéré. Tu sais, oui, toi, tu as la chance de travailler là-dedans, mais combien de conventions t'as organisées que t'étais pas payé pour le faire quand t'étais plus jeune peut-être, ou dans les régions éloignées, avec les clubs optimistes de ce monde et toutes ces choses-là. Donc, c'est énormément de ça. Et à quel point ça... Tu sais, il y a de la passion là-dedans, dans ce monde-là où les gens s'investissent corps et âme dans ce hobby-là, sans nécessairement être payé ou sans attendre nécessairement quelque chose en retour, là. Il y a tellement de bénévoles qui travaillent dans les différents événements. Moi, j'en ai fait mon métier. Moi, j'ai voulu travailler là-dedans. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi que dans la vie. J'ai été élevée comme ça. La job que tu fais, c'est la grosse majeure partie de ta vie. Faut que tu aimes ça. Puis moi, je voulais travailler dans le jeu de société. Mais je comprends que c'est pas la réalité de tout le monde, pas du tout. Puis c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui travaillent dans les événements de jeu, qui organisent des événements, qui font justement avec les clubs optimistes et tout ça, des activités de jeu, des joujoutech qui organisent des soirées jeux, puis name it, là, il y en a plein. Ces gens-là, oui, ils se doivent d'être extrêmement passionnés, mais dans n'importe quel domaine, on la voit, cette passion-là. Tu parlais tantôt brièvement que j'avais fait un passage dans la plongée sous-marine et j'en voyais là aussi des passionnés. Donc, ce que je veux dire, c'est que la passion, quand on l'a. Puis on veut juste la partager le plus possible, puis animer dans des événements. Puis des fois, on n'a pas on aime les jeux, mais on n'a pas ce qu'il faut pour faire de l'animation parce que X, Y, Z raison, on bégaye, je sais pas, il y a ça prend quand même certains critères là, pour faire de l'animation, mais on peut quand même s'impliquer dans les événements de jeu de d'autres façons, ça prend quelqu'un pour accrocher le manteau dans le vestiaire, puis ça prend quelqu'un pour amener du café à la table des bénévoles, puis il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. Même en dehors de l'animation, là, quand on veut s'impliquer dans cette passion-là, il y a de la place. Là. Oui, puis il y en a plein des événements. Il y en a dans chaque région des événements actuellement de jeux de société. Puis s'il n'y en a pas, ben partez-en un. Parce qu'il y a un manque. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a un manque. Oui, puis il y a des gens qui vont venir, c'est sûr. Ça veut pas dire que ça va être le plus gros événement, mais après ça, ça n'a pas besoin d'être gros. Exactement. L'important, c'est que ça desserve les gens qui sont là, puis qui ont le goût de jouer, puis que ça vous permette de partager votre passion. Ça resserre la communauté aussi. Exactement. Moi, j'ai fait des journées joue à tout. Une vieille... joue à tout? Oui, joue à tout à Plessisville dans le temps, quand on avait la boutique. Puis c'était un événement... on faisait 2 fois par année, là, puis c'était quand même pas mal d'organisation. Puis, c'est sûr que j'avais un intérêt par rapport... qu'on vendait des jeux au magasin, je voulais faire découvrir les jeux, mais c'était une activité qui était gratuite. Le but, c'était pas de faire de la vente, puis tout ça. On faisait même pas de vente sur place. Là. C'était organisé en collaboration avec la ville
Plessisville. De Plessisville. Puis j'ai eu plein d'aides, là, tu sais. Il y a plein de gens de l'industrie qui sont venus m'aider, tu sais. Éric de Joubec à Rouen qui est descendu pour ça. Puis Joël Gagnon qui n'avait même pas encore le Randolph. Là, ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Il venait avec sa valise sur le cou. Il est venu. Il avait été faire un détour pour aller chercher Marie-Ève Lupien. Ils n'étaient pas encore ensemble. Ouh! C'était à une journée Jouatou. Wow. À Plessisville. Il se passe toutes sortes de choses, hein? On a eu pour vrai, les journées Jouatou, là, c'est quelque chose qui est historique parce qu'on a eu la tempête du siècle. Il y a des gens qui ont été obligés de rester à coucher. Jouer à des jeux toute la nuit. On a fermé plus tard parce qu'à cause de la tempête, on disait on peut pas envoyer les gens dans la tempête, c'est impossible. Fait qu'on a été obligé de fermer plus tard. On a eu une journée de canicule en plein mois de mars. Les gens se promenaient en short dehors au mois de mars. On a eu une fois qu'on a fait la journée Jouatou, le même week-end que l'Halloween. Et là, c'était... on faisait une activité dans le centre-ville le vendredi, puis le samedi, c'était la journée Jouatou. Et on n'a pas pu faire notre activité dans le centre-ville parce que le centre-ville est devenu une réelle scène de crime. Okay? Il y a eu un meurtre. Pendant l'Halloween. Pendant le jour de l'Halloween, il y a eu un meurtre dans le centre-ville de Plessisville. Et j'avais invité Christian Lemay pour venir nous présenter son jeu « Où étiez-vous? » Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Hein? Et là, il a été obligé de jouer à son propre jeu en vrai. Parce que là, il avait oublié ses verres de contact dans son char, puis là, son char était pris sa scène de crime, puis là, les policiers voulaient pas le laisser tourner. Fait que là, il était là, où est-ce que t'étais, toi, tantôt, puis tout ça, puis il fallait qu'il explique qu'est-ce qu'il faisait, puis pourquoi il voulait aller dans son auto. C'était une affaire qui se peut pas. Fait qu'on a eu un meurtre, une tempête, puis une journée de canicule au mois de mars. Vraiment, on a passé par toute... J'ai arrêté d'en faire parce que je me disais la prochaine affaire qui peut arriver, c'est comme un l'apocalypse. Non, mais tu sais, genre un volcan de fromage en grains qui va sortir dans le centre de jeu. Là, fallait que j'arrête. C'était rendu trop surréel, en fait. Ah, oui. Mais tu me parles de ça, j'écoutais toutes les anecdotes, puis je me dis, qu'est-ce qui revient là-dedans aussi, c'est les gens. Tu sais, les gens que tu rencontres autour d'un hobby, que 10 ans plus tard, finalement, tu travailles avec eux, ils sont encore là, ils sont autant dédiés. Je trouve que la passion, c'est un bon terme pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que puis quand je regardais un peu ton CV, puis tes accomplissements et tout ça, ça m'a vraiment fait penser à ça, tu sais, qu'on oublie souvent, on a reçu plein de gens au podcast, mais les gens, la plupart, sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Bon, toi, t'es un peu une exception. Et, tu sais, en fait, la jalousie de tous se fait sentir, ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui se dédient à ça. Et même toi, qui as quand même une job là-dedans, t'es dédié. Et avant même d'avoir eu de travailler là-dedans, t'en as fait énormément aussi du temps juste basé sur la passion du jeu, tu sais. Exact, oui. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. Très belles anecdotes. On est maintenant rendu au segment les 101 questions. Okay. Donc, est-ce que c'est là, je dis un nouveau segment, on est à la fin de la saison, mais bon, c'est un nouveau segment. Tu vois, on a 101 questions ici qui n'ont pas du tout rapport avec les jeux et qui sont quand même correctes, là, ils peuvent être posés devant un enfant. Là. Okay. Et tu vas choisir un numéro entre 1 et 101. Puis dans le fond, on va te poser la question qui est là. OK, je vais dire 81. Au 81, je pense qu'on ne l'a jamais eu, celle-là. Nomme un lieu que tu n'as jamais visité, mais qui te fait rêver. Ah, un lieu que... je vais dire... Bruges. Oh! Okay. Moi, j'aimerais ça visiter Bruges. À cause du jeu? Oui! Bon, ben magnifique. Donc, on est maintenant rendu au top 10! Numéro 10. Mon numéro 10, c'est Talouva. Oh, Léo Colovini. Talouva parce que ça a été un jeu quand même marquant dans ma vie. Parce que ça a été mon premier step où je me suis dit, bon, je pense que là, je suis en train de devenir comme geek de jeux de société. Parce que c'était mon premier jeu que j'achetais qui avait
pas les règles. Tu sais, c'est un jeu en anglais, dans le fond. Là, ok, ouais. C'était pas au Toys R Us, là, ou dans une autre... J'étais allée 3 fois au Valet de Cœur. Je le regardais, je sais pas, pour acheter un jeu qui est juste en anglais, ça n'a pas de bon sens. Dans ma tête, à moi, ça se pouvait pas à cette époque-là. Là, fait que j'ai joué vraiment beaucoup à ce jeu-là. J'aime beaucoup. Ah, très bon jeu de placement de tuiles, hein, c'est ça? Oui, avec des petites huttes, puis tout ça. Puis là, tu fais des éruptions volcaniques, puis là, ça te permet de construire en hauteur. Ouais, c'est fait ça. que, tu as encore une fois un jeu, dans le fond, abstrait, mais avec une thématique qui vient se marier dedans, qui fit au bout, puis qui est super intéressant. Qui est pas juste placé sur le jeu, puis pas joué souvent. Je pense qu'on a joué une fois, puis on était peut-être ensemble, d'ailleurs. Ça se peut, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais je pense qu'il a été réédité il y a quelques années. C'est quand même un jeu qui date un petit peu, mais c'est quand même un jeu actuel. C'est top 10 de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Numéro 9. 9, ça va être Dominion. Oh, bon choix. C'est un jeu qu'on a joué vraiment beaucoup de parties avec beaucoup de personnes différentes. Fait que vraiment, Dominion. J'imagine que tu as introduit beaucoup de gens au jeu de société un peu avec ce jeu-là? Ou... Oui, quand même, parce que c'était un... Ben, pour moi qui n'étais pas fan de Magic et tout ça, c'était un premier deck building pour moi qui était vraiment... qui allait chercher toutes sortes de mécaniques intéressantes. Tu peux avoir des façons de jouer qui étaient plus offensives, plus défensives, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant quand ça l'a sorti. Je l'ai joué beaucoup. Est-ce que tu joues encore à Dominion un peu? Très rarement, très rarement. Ben, c'est qu'il a sorti tellement de nouveaux deck building par la suite. Mais je l'ai encore, puis je m'en départis pas. Il est encore là. Il est encore là. T'as pas embarqué dans la folie et acheté toutes les extensions avec une grosse boîte que tu peux même plus lever après que t'aies toutes les extensions. J'ai quelques extensions, mais je dirais que j'en utilise principalement là, une. Ton préféré. Ouais. Bon. Numéro 8. 8, je suis obligée de dire 2 titres, OK, back-à-back. OK? Agricola, Festin dedans. OK. Agricola, je l'ai tellement joué. Là, quand je vous disais des centaines de parties, là, Agricola, c'est sûr que c'est des centaines de parties. Parce que j'ai eu la chance, le parrain de ma fille est venu habiter avec nous pendant 9 mois, une période de sa vie. Et là, j'avais un gamer pour jouer avec moi parce que le père de ma fille, il jouait pas du tout à des jeux. Là, il détestait ça. Là, fait que fallait que je me trouve des gens. Mais là, j'avais comme quelqu'un dans la maison là, que je pouvais jouer. Là, tu sais. Puis Corinne était assez vieille. Elle commençait, tu sais, elle jouait pas, mais on y mettait un plateau à côté puis elle jouait avec les petits animaux. Là, fait fait qu'elle était tranquille. Oui, puis on pouvait jouer avant même qu'elle aille se coucher. Là, fait que c'était parfait. Mais il a été malheureusement détrôné par Festin Dodin, tu sais, parce que c'est comme un jeu encore plus abouti, encore plus fini à mes yeux que... pas qu'Agricola, il est pas complet puis il est pas fini, mais tu sais, Festin Dodin, on a poussé encore plus loin la mécanique, tout ça, et ça fait en sorte que j'ai dû détrôner Agricola. Fait que les deux, ils vont comme ensemble, mais je comprends que c'est le all-time. Oui, c'est ça. Puis Agricola, c'est vraiment un jeu, tu sais, qui a tellement buzzé sur les gamers à l'époque parce que c'était un peu nouveau. Hein? C'est très nouveau comme type de jeu. Fait que ça me surprend pas qu'il se retrouve dans le top parce que tous les gens qui jouent depuis comme une dizaine d'années, clairement, ils vont nommer Agricola parce que ça a été un jeu marquant dans l'évolution aussi de leur expérience. Fait que ça me surprend pas beaucoup. J'ai pas essayé le nouveau, par contre, le Festin Dodin. Malheureusement. Il est bon. Ça vaut la peine. C'est sûr que la boîte est impressionnante. Là. Il y a bien du stock, là, mais c'est un très bon jeu. Le jeu probablement le plus lourd avant Gloomhaven sort. Il n'y avait plus de chance. Lancez-moi pas sur Uwe Rosenberg. Numéro 7. Numéro 7, c'est Perudo. Oh, Perudo, j'adore ce jeu-là. Tout le monde adore ce jeu-là. Oui, c'est ça. Il pouvait pas ne pas être dans mon top 10. J'ai tellement joué. J'ai tellement des souvenirs incroyables de parties de Perudo avec toutes sortes de personnes. Justement, c'est un jeu qu'on peut sortir avec pratiquement n'importe qui. Oui. Hein? Oui. Donc, on l'a joué dans toutes sortes de contextes. Dans des attentes à l'aéroport. On a dans pour ceux qui ne sont pas dans l'industrie du jeu, ok, je vous explique, on a un salon pour les commerçants de l'industrie qui se passe à Drummondville 2 fois par année, la Quige. Et
jadis, dans le temps, c'était au Best Western. On allait jouer au bar de l'hôtel le soir et Perudo était un des jeux qui était le plus joué. Là, franchement, là, on répertorie toutes les parties de toute la quiche de tous les temps. Là, c'est sûr que Perudo est comme dans le top 3. C'est vraiment un des jeux les plus joués. Et c'était extraordinaire. Jouer avec Anthony Duvalet puis Mounir de MJ Games. Tu veux pas être entre les deux. C'est sûr que t'es dans la merde. C'était vraiment extraordinaire. Ah ouais, non, mais j'acquiesce. Puis c'est encore un jeu, c'est rare que je vais dans une convention puis il n'y a pas une petite partie de Perudo qui se joue là, en fin de soirée ou entre deux gros jeux. C'est juste excellent ce jeu-là, en fait. Numéro 6. 6, c'est Lords of the Waterdeep. Oh! Fait que là mais après que j'ai eu acheté Talouva, là, après ça, j'ai débloqué. Là, c'est plus grave les jeux en anglais, là, on s'en fout. Un petit peu plus de texte dans celui-là que dans Talouva. Hein? Mais je me souviens que quand il est sorti, j'ai dit je vais attendre de voir s'il va sortir en français quand même, justement à cause du texte, mais finalement, j'ai comme pas vraiment attendu tant que ça. 2-3 jours. Il est pas sorti, je l'achète. Ça sortira jamais en français, anyway, là, tu sais. C'est un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, puis j'ai beaucoup aimé, puis j'ai un petit péché, je joue sur la tablette, sur l'iPad. Moi puis mon mari, chacun. Dans le lit, là, vous passez la tablette. Puis... Non, chacun la nôtre. Chacun la nôtre. Là, on joue un contre l'autre. Là, c'est fun. Je suis sûre que t'as Lord-là. C'est vraiment le fun. Ouais, non, mais j'avoue qu'il y a quelque chose avec le côté virtuel, même si on s'entend que, bon, c'est pas très puriste et tout ça, mais il y a tellement de vitesse puis une facilité. Juste de pas avoir à faire le setup, c'est comme... Des fois, ça vaut la peine. C'est le fun. Comme tu peux te faire 2 parties le soir alors que t'aurais peut-être même pas pu en faire une s'il avait fallu que tu sois sur la table, puis tu t'installes, puis là, t'es pas confortable. Là, c'est comme la beauté de... ça me prend 2 tablettes, c'est bon. Et là, on est rendu dans les top 5, les top 5 des meilleurs jeux. Alors, sans plus attendre, le numéro 5... C'est Décrypto. Je pouvais pas le nommer. J'aime tellement ce jeu. Il est tellement excitant. Puis là, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Non, on allait dire que Christian t'avait payé. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est un jeu que, tu sais, la plupart des jeux du bureau, tu sais, je vais jouer quelques parties pour l'apprendre. Puis après ça, ben, ça va être dans le contexte du travail pratiquement uniquement. C'est rare que je vais amener les jeux du travail à la maison puis jouer pour vraiment mon plaisir. Pas parce que je les aime pas, mais parce que ça fait tellement partie de mon quotidien que je veux jouer pour décrocher aussi à un moment donné. Mais Décrypto, il me permet vraiment de décrocher. Vraiment. Je veux toujours comme être la meilleure, puis ça vient me chercher là, au bout de mon côté compétitif, là, puis je vais avoir les meilleurs indices, puis... Ah ouais, non, mais Décrypto, c'est phénoménal. D'ailleurs, on va pas trop te combattre là-dessus, parce que réellement, selon... c'est le jeu de l'année balado-ludique 2018. C'est notre numéro 1, sans consultation. Donc, fait que oui, c'est un jeu... Puis quand tu dis le côté compétitif, tu sais, Décrypto, bon, on peut dire, OK, c'est un genre de jeu de party, mais non, tu sais, il y a vraiment le côté intellectuel de la chose. Il y a un côté très féroce, compétitif. Puis tu sais, justement, même au sein de ton équipe, tu veux être la personne qui donne les meilleurs indices. Tu veux être comme que les gens ils disent « Oh, il est tellement intelligent, on va penser à ça. » Puis là, c'est comme « Ah non, puis c'est dur de faire juste une partie de suite. » Puis moi, j'adore ça, là. Ah oui, tous les gens à qui je l'ai présenté, ils aiment tout ça. C'est l'unanimité partout. Puis j'ai aucune difficulté à sortir n'importe quand. Tout le monde veut jouer. As-tu de la difficulté à l'expliquer avant de le... On a développé une méthode vraiment pour l'expliquer. Non, effectivement. Une méthode. Moi, je suis rendu que je l'explique même pas aux gens que c'est leur première partie. Je le dis, suis, puis tu vas comprendre après 3 tours. Effectivement, c'est 2 manches, dans le fond, pour avoir tout intégré les règles du jeu. Donc, on a, pour les biens de la cause, là, nous, au niveau du travail, pour expliquer le jeu dans les gros événements comme Cannes, tout ça, on a vraiment développé une méthode pour expliquer le jeu où on accompagne les gens
qui jouent parce qu'on s'entend que on aurait tendance à croire que dans un gros événement comme Cannes, ça va être juste des gamers, là, des hardcore, mais pas du tout. Il y a vraiment un public très familial, tout ça. Donc, il faut vraiment être prêt à expliquer à des gens qui sont pas nécessairement habitués de lire des règles de 14 pages. Là. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est que Décrypto, il tombe comme un peu là-dedans parce que c'est un jeu assez simple, mais il y a comme une espèce de mécanique un peu plus tordue, là. Fait que... C'est très contre-intuitif pour les gens de comprendre qu'ils n'ont pas à deviner les mots. Il faut juste qu'ils trouvent les codes. Fait que faut vraiment insister, quand vous expliquez des cryptos, là, insister sur le fait que faut deviner les codes. D'ailleurs, vous êtes des mots, décrypteurs. C'est un mot inventé pour le jeu. Oui, donc, ça n'existe pas en français. Non, c'est ça, hein, mais c'est écrit dans les règles. Ça dit qu'ils l'ont inventé quand même parce que c'était le meilleur mot pour ça. Oui, effectivement. Numéro 4. Numéro 4, c'est un jeu plus contemporain. C'est Terraforming Mars. Je dois dire, j'ai joué plusieurs parties de Terraforming Mars et je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas, je l'adore. Inlassable. Inlassable. Non, mais c'est un jeu absolument phénoménal. En fait, on pourrait en parler pendant 10 jours. Moi, je suis à un point où je ne crois pas qu'il y a un meilleur jeu. Fait que ça m'étonne que tu le mettes en numéro 4. Mais bon, on va continuer. Il est là au moins. Non, il est là, mais ouais, c'est tellement bon, le Terraforming. J'ai même pas encore joué à toutes les expansions. Moi non plus. On a une à la map. Oui, mais c'est... Là, on a l'autre, on l'a même pas encore déballé. On a Prélude, on l'a pas encore déballé. On savoure encore celle-là. On est... Plus tard. On la garde pour plus tard. Très solide, très très solide comme jeu. Oh, et la médaille de bronze numéro 3. Le numéro 3, la médaille de bronze va à Bruges. Oui, ça explique tout. J'ai quand même déjà remercié le dieu du jeu pour la sortie française de ce jeu-là. Je me dis, il y a quand même pas mal de textes, justement. Ça fait quand même quelques années. Hein? Maintenant, je me préoccupe plus de ça, mais dans le temps, et puis là, j'avais dit sur Facebook, merci Dieu du jeu d'avoir fait que ce jeu-là sorte en français. Et Sophie Gravel avait dit de rien. Fait que c'était très drôle. Mais j'ai joué énormément à Bruges, entre autres parce que mon mari est très persistant, il gagnait pas, puis il fallait qu'on continue à jouer jusqu'à temps qu'il en gagne une. Fait que ça l'a fait en sorte qu'on a joué vraiment plusieurs parties. Est-ce qu'il a gagné finalement? Il a fini par en gagner une au bout peut-être de, je sais pas... 40, 50. On va taire le nombre, Oui, donc, contre-vérifier cette information-là, moi, je suis pas convaincu. Pourtant, c'est vrai. Il n'est pas réputé pour gagner, mais il aime tous les jeux, il joue à tout. Il y a des gens comme ça. C'est vraiment ça, je les admire encore plus que n'importe quel bénévole du monde. En fait, les gens qui perdent souvent, mais qui jouent à des jeux. Qui continuent à jouer sans cesse. Non, ça c'est. Je joue en fait presque chaque soir avec un de mes amis qui habite pas très loin de chez moi et il perd systématiquement à tous les soirs, en fait. Mais moi, ça me stimule au bout de perdre, dans le fond. Quand je joue à un jeu, je veux rejouer, parce que c'est comme si j'ai pas encore accompli quelque chose, tant que je l'ai pas... Fait qu'il y a des jeux comme ça, des jeux abstraits que j'ai joué avec mon frère quand j'étais jeune, il est vraiment plus brillant que moi, là, Mensa, là. Puis il gagnait tout le temps, puis j'ai juste comme joué des centaines de parties avec lui à ces jeux-là parce que je me disais, un jour, je vais y arriver, là. Un jour, je vais voir venir le coup, puis je vais faire comme non, je vais le skipper, je vais faire de quoi d'extraordinaire. Est-ce que c'est arrivé? Non. Ah. Bon, malheureusement. J'essaie de plus jouer à des jeux à deux avec lui. Je suis comme traumatisée. Bon, la médaille d'argent, le numéro 2 de tous les temps de la grande dame du jeu. C'est Tichou. C'est un de mes best jeux ever. Tichou, le gros silence. Ouais, c'est ça. Le silence est dans la... Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai en tête, mais j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Non, mais faut dire que j'ai été initiée chez Philosophia. Il y avait des hardcore gamers de Tichou, puis on a
Sophie Gravel, quand même, avait les moyens de ses ambitions. Elle a dit bon, ben, comme toute mon équipe joue à ce jeu-là, puis c'est pas moi qui l'ai édité, on va aller chercher les droits. Elle a eu les droits français, je crois, seulement. Donc, on a sorti le jeu là, dans la collection Z-Man en français seulement, malheureusement. Une superbe édition. Des cartes magnifiques. Tu peux nous parler un peu du jeu? Parce que tu Oui. vois qu'on est comme full estomaqué, Ben ça oui, arrive pas. En plus, un flabbergasté, numéro tu 2, sais. on est Deux, comme ouais, Que vous connaissez honteux à la fois. Oui. Ben, c'est un jeu de pli, finalement, avec on joue en équipe de 2 joueurs contre 2 joueurs. Puis on va faire des combos de cartes. Là. Puis il y a 4 cartes spéciales, dans le fond, qui font que le jeu, c'est pas juste un jeu de cartes ordinaire. Là. L'oiseau qui fait que tu es le premier à jouer, mais qui vaut 1, qui est la plus faible carte. En fait, presque la plus faible carte. Il y a une carte encore plus faible qui est le chien, qui te permet de donner la main à ton partenaire. Mais il ne faut pas que tu restes pogné avec à la fin, parce que là, tu ne pourras pas finir ta main. Tu as le phénix, qui est une espèce de joker que tu peux mettre dans une suite, mettons dans le milieu d'une suite, où il vaut, sinon, la carte la plus élevée sur la table est demi. Tu sais, fait que si la dernière carte qui a été jouée, c'est un as, ben là, ça vaut as et demi. Tu sais. Puis il y a le dragon. Le dragon bat toutes les cartes simples. C'est la plus forte carte simple. Sauf que quand tu joues le dragon, il faut que tu donnes ta levée à l'autre équipe. Tu choisis à quel joueur tu vas la donner. Et à la fin, dans le fond de la manche, le dernier joueur va remettre ses levées au joueur qui a terminé en premier. Ce qui va faire en sorte, puis après ça, on ramasse toutes les cartes de l'équipe, puis on compte les points. Fait que le dragon vaut 25 points, c'est quand même intéressant de l'avoir. Mais, fait qu'il faut que tu le donnes à la bonne personne quand tu le joues. Puis le phénix vaut moins 25, fait que lui, des fois, il te permet d'aller chercher la main, mais tu veux moins 25 points, tu sais. Avec ça. Puis là, ben, tu peux caller Tichou. Fait que là, Tichou, ça veut dire que tu vas finir le premier. Puis là, c'est comme si tu gageais des points, dans le fond, sur ton Tichou. Puis tu peux faire un grand Tichou. Grand Tichou, on passe une première 8 cartes. Puis après ça, on va passer le reste des cartes. Fait que si... Juste en voyant tes cartes. Juste en voyant tes 8 premières cartes, tu peux caller Grand Tichou. Là, c'est encore plus de points. Oh. Fait que ça, c'est comme un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, puis j'aime vraiment. Il est très tactique, très... Pour un jeu de cartes assez, somme toute, assez standard, il y a quand même l'air d'avoir une belle profondeur. Est-ce que tu joues encore à ça? Oui. On a un événement tous les ans. Là, il y a une espèce de tournoi là, de Tichou annuel. Là, il y a des clics secrètes et tout ça. C'est bon à savoir. Oui, c'est un excellent jeu, mais c'est ça, comme il faut être spécifiquement 4 pour y jouer, c'est sûr que, puis idéalement, pour avoir du plaisir, il faut que tout le monde soit à peu près aussi bon les uns que les autres. Vu qu'il y a de la stratégie, si tu mets quelqu'un d'un peu moins bon, il va juste... se faire démolir. Ok, puis si t'es dans son équipe, ben ça va être encore pire. Ouais. C'est ça. On choisit nos partenaires à Tichou, c'est important. Ok, c'est bon à savoir. D'ailleurs, c'est un jeu qui est sur Board Game Arena. Ah oui. Et je l'ai vu vraiment souvent, puis j'ai jamais même cliqué sur la pochette. Donc, c'est pour ça que quand tu l'as dit, j'étais comme c'est une boîte rouge avec un dragon dessus. Une boîte rouge avec un dragon, c'est ça que j'ai en tête. J'ai la pochette en tête, mais je dirais que c'est ça. Mais il y a plein de versions. Là, ok, c'est quand même un jeu qui a été réédité plusieurs fois, puis un classique. Là. Un classique. Ouais. Un classique de chez classique. On peut pas tout connaître, hein, mais bon. Ok. Le numéro 1, la médaille d'or, le numéro uno de tous les temps. Ma meilleure expérience de jeu à vie, c'est Pandémie Legacy. Le premier. Quel beau choix. La saison 1 spécifiquement? La saison 1 spécifiquement. Que de plaisir, que d'émotion, d'être déchiré par des choix littéralement déchiré par des choix. Déchiré des choix. C'était vraiment épique, notre pandémie saison 1, Pandémie Legacy. Vraiment, si je pouvais revenir dans le temps puis revivre un moment, ça serait ça. C'est un joué au deuxième? J'ai commencé, on n'a pas encore terminé notre saison 2.
on est sur le hold un peu. J'ai eu un automne un peu occupé, Ouais. savez-vous. Donc, ouais, non, c'est ça. Mais il m'attire pas autant, il est comme pas aussi Pur. pur, ouais, effectivement. Et est-ce que tu sais, Pandémie Legacy, on s'entend tous pour dire que c'est un jeu vraiment là, spécial et tout ça, mais est-ce que tu crois qu'il y a une... Ben, c'est sûr qu'il y a une tendance dans les Legacy, mais est-ce que toi, t'es attiré par cette tendance-là en général? Ou... Ben, je pensais que je l'étais à cause de cette expérience-là que j'ai trouvée vraiment merveilleuse et tout ça, mais j'en ai essayé d'autres. Puis, on dirait que j'étais un peu... Ça t'a pas... non, c'est ça. J'ai pas retrouvé ce plaisir-là aussi intense, dans le fond, dans les autres Legacy. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Le fait de... Je pense que la plupart des gens aiment quand même le principe de poursuivre une campagne. Tu sais, là, on l'a fait au travail avec Zombie Kids, qui est un jeu sur le principe de Legacy, où le jeu va évoluer, en fait. Là. Il n'y a pas de déchirage ni rien, là, tu sais, mais c'est quand même le principe que tes parties vont avoir un impact sur tes parties suivantes. Ça, je pense que c'est quand même intéressant pour ce que ça apporte. Mais je me rends compte que j'ai pas besoin de ça pour aimer un jeu. Tu sais, je peux recommencer à zéro à chaque fois puis avoir autant de fun. Tu sais, c'est une mécanique comme une autre pour moi. Puis, mettons, Pandémie le faisait très bien. Le faisait très bien, oui, exactement. Il y a aussi, tu sais, un jeu de société en soi, c'est pas juste le jeu, c'est surtout un jeu comme celui-là où tu vas jouer comme une fois à tout le jeu. Les gens avec qui t'es, l'ambiance que tu as créée autour de ça, il y a tout ça qui vient rentrer en ligne de compte qui va embellir l'expérience, dans le fond. Ben, je pense que tu as le bon terme. L'expérience, des fois, ça va même au-delà de la qualité du jeu, là, en fait. Il y a des gens qui mettraient Tichou dans leur top 10, puis... Non, c'est pas vrai. Ça a l'air cool. Je vais aller m'informer là-dessus. Je vais faire une partie très prochainement. Ben ça fait le tour déjà, ça a passé vite, mais on est dans nos temps habituels, donc 1h15 bien sonnant. Hélène, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté. On sait que ça a été difficile de te convaincre de venir. Tu sais, moi, je pensais pas que j'avais des choses intéressantes à vous dire, tu sais, j'avais pas l'impression que j'avais tant de choses qui pouvaient intéresser les autres personnes, mais finalement... Je suis bien jasante, fait que vous reviendrez me voir. Ben oui, c'est clair, on cherche des gens récurrents. Ben oui, puis c'est clair que ça fait tellement longtemps aussi que tu es dans l'industrie du jeu que t'as beaucoup de choses à dire, en effet. Puis il y a quelques questions qu'on aurait pu rajouter. Là, Ouais, la prochaine fois, on va te cuisiner un peu plus parce que là, t'es sympa. Là, vous êtes fin. On sait qu'il y a tu connais plein de rumeurs, plein d'histoires. Mais les rumeurs, c'est pas pour propager sur les podcasts, tout ça. Là. C'est vraiment, non, c'est tellement peu. Oui, c'est ça. Faut venir me voir en personne. Puis, tu sais, c'est tous des secrets. Puis, tu sais, je vais toujours jurer que je vous l'ai jamais dit. Fait que, non, je peux pas révéler ça sur un enregistrement. Fait que faut que vous veniez me voir. Ah, ben, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as quelque chose à plugger? Est-ce que, genre, on peut aller sur un site internet, sur toi personnellement ou d'autres choses, genre le Scorpion? Ben oui, le Scorpion masqué. Ben, mon Facebook personnel, je l'utilise principalement pour promouvoir des affaires qui ont rapport avec le Scorpion masqué, finalement. Là, puis, fait que vous pouvez me demander d'être ami sur mon Facebook personnel, puis je vais vous accueillir dans mon royaume lointain. Le royaume des terres éloignées. Oui, mais en même temps, c'est important quand même. On oublie souvent qu'il y a des gens qui vivent à l'extérieur de l'île. Oui. Et même plus loin que l'extérieur de l'île. Donc ça, c'est quand même un autre niveau. D'ailleurs, on souhaite bonne route. Hein. J'espère que tu vas être prudente. Ah oui, toujours. Mon auto connaît le chemin par cœur. Elle en fait beaucoup de routes, ma voiture. Fait que vraiment, je suis toujours prudente. C'est ça, quand on donne une Tesla. Non! J'aimerais tellement ça, mon rêve. Non, j'ai juste une micro, c'est ça. Ah, bon, ok. On est presque là. Le char le moins cher, c'est le marché. Ah oui, non, mais c'est bon. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin puis aller pour ça. On peut mettre notre argent dans les jeux à la place. Oui, c'est ça. Mais j'ai déjà eu une Smart, hein, tu sais, c'était cool. Il y avait juste 2 places, mais
contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y avait pas mal de place dans le coffre pour mettre beaucoup de jeux. Ah ouais, pour mettre plein de jeux. Juste des jeux, Juste des jeux. Ou de l'équipement de plongée, là, mais bon, ça vous intéresse moins. Non, C'est dépendant. Non, mais on fera un podcast là-dessus peut-être la prochaine fois. Moi, je suis toujours passionné par les fonds marins, qu'est-ce qui se passe sous l'eau. C'est quand même un monde On fascinant. pourrait faire juste des jeux qui parlent des fonds marins. Mais tu parlais de plongée Reef en sous-marine. plus, Ben là, oui, j'étais comme, Reef, le lien est parfait. Diversity, puis puis, tout, ouais, il y a vraiment plusieurs jeux sur les fonds marins. On peut faire Ok, quelque top chose. 10 des jeux de sous l'eau avec invité animateur Hélène. Je pense C'est cool. qu'on tient quelque chose. Là. On est en train de préparer notre prochaine saison, fait qu'on se trouve des bonnes Saison idées. 4, on se contacte. Cool, super. Ça va Magnifique. faire plaisir. Ben merci encore et JF, Yes, merci Simon. beaucoup à toi aussi. Merci à toi. Sur ce, je crois qu'on se dit la seule chose qu'on peut se dire. Ben ouais. Continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.